Imaginez, vous êtes en Beauce. Nous sommes en juin 1194. Devant vous, il n'y a plus de cathédrale. Il y a des ruines, des pierres noircies, encore tièdes, une odeur de bois brûlé qui couvre toute la ville. Des habitants de Chartres assis dans la poussière, le regard vide qui regarde fumer ce qui était, la veille encore, le cœur spirituel de leur monde. La cathédrale vient de brûler, et dans ces décombres, quelque chose d'étrange est en train de se passer. Pas de désespoir, pas d'abandon, une décision. Dans les semaines qui suivent l'incendie, les donations commencent à affluer. Des seigneurs, des marchands, des guildes entières d'artisans, des paysans de Beauce qui n'ont presque rien et qui donnent quand même. Parce que pour eux, ce n'est pas une question d'architecture. C'est une question de foi. Et c'est là que commence l'une des histoires de construction les plus extraordinaires du Moyen Âge. 26 ans. C'est trop rapide. Construire une cathédrale de 130 mètres en 26 ans, sans béton, sans acier, sans machine, ce n'est pas un exploit. C'est une prise de risque insensée. Et certains de ces risques ont failli tout faire s'effondrer. Mais voilà ce qu'on ne vous dit jamais vraiment. Chartres n'a pas été construite parce que les bâtisseurs savaient ce qu'ils faisaient. Elle a été construite parce qu'ils ont refusé de s'arrêter quand ils ont découvert qu'ils ne le savaient pas. Il y a un détail technique dans cette construction, un détail que même les ingénieurs d'aujourd'hui trouvent difficile à expliquer complètement. On y revient dans quelques minutes. Voici comment Chartres a vraiment été construite. Chartres, juillet 1194. La décision est prise en quelques semaines. On ne va pas reconstruire ce qui existait avant. Le nouveau gothique qui monte partout en France, à Paris, à Laon, à Soissons, a montré ce qui est possible. Des murs plus hauts, des fenêtres plus grandes, une lumière que les anciennes cathédrales romanes n'avaient jamais connue. Le maître d'œuvre qu'on recrute, son nom ne nous est pas parvenu avec certitude, reçoit une commande simple et démesurée. La cathédrale la plus lumineuse de son époque. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il ne la verra pas terminée. D'abord, le problème. Voici ce que tout apprenti maçon du XIIe siècle apprend dans ses premières semaines. Une voûte en pierre pousse vers l'extérieur, pas seulement vers le bas, vers les côtés aussi, vers les murs. Et si ces murs ne sont pas assez épais, assez massifs pour absorber cette poussée latérale, ils basculent et tout s'effondre. C'est la loi fondamentale de la construction en pierre. C'est pour ça que les grandes églises romanes qui précèdent Chartres ressemblent à des forteresses. Leurs murs font parfois 2 mètres d'épaisseur, sombres à l'intérieur, pesants, fermés. Mais les bâtisseurs de Chartres veulent exactement le contraire. Ils veulent des murs fins, des murs qu'on peut percer de fenêtres immenses. Ils veulent que la lumière entre à flot, parce que pour les théologiens de cette époque, la lumière n'est pas un détail esthétique, c'est une conviction religieuse. Quelques décennies plus tôt, l'abbé Suger avait écrit que la lumière était la manifestation sensible de Dieu. Que plus un espace était lumineux, plus il était proche du divin. À Chartres, ils veulent aller jusqu'au bout de cette idée. 2600 mètres carrés de vitraux. C'est l'ambition. C'est aussi le problème. Comment avoir des murs assez ouverts pour porter autant de verre et une structure assez solide pour ne pas s'effondrer? Mais voici le problème qu'on ne raconte jamais. Les bâtisseurs de Chartres ont choisi d'aller plus loin que quiconque avant eux. Des arcs-boutants plus longs, plus élancés, certains enjambant 8 mètres dans l'air.
un système à double volet, 2 arcs superposés, que personne n'avait encore tenté à cette échelle. 26 ans. C'est trop rapide pour tester, trop rapide pour corriger. Si ça tombe sur tout le reste. Et pourtant, ils ont construit. Regardez Chartres de l'extérieur. Ces arcs qui s'étirent depuis les murs de la cathédrale, comme des bras tendus, allant se poser sur des piliers éloignés. Ce sont les arcs-boutants. Ils ne sont pas là pour faire beau. Ils font un travail précis, mécanique, invisible depuis l'intérieur. Ils capturent la poussée latérale des voûtes. Ils la transportent par-dessus les bas-côtés. Et ils la reportent sur des culées, ces piliers massifs à l'extérieur, qui l'absorbent et la dirigent vers le sol. Résultat, les murs intérieurs n'ont plus à tout porter. Ils peuvent s'amincir, s'ouvrir, laisser entrer la lumière. Ce principe existait avant Chartres. Mais à Chartres, les bâtisseurs le poussent à un niveau nouveau. Et voici le détail qui arrête les ingénieurs modernes quand ils étudient à Chartres. Ces arcs-boutants fonctionnent en 2 étages superposés. Un arc bas qui contient la poussée des voûtes des bas-côtés. Il y a un arc haut qui contient la poussée de la voûte centrale. Ce système à double volet était nouveau en 1194. Personne n'avait encore fait ça à cette échelle. Ils l'ont inventé en construisant. Pas sur du papier, pas dans un logiciel. En posant des pierres, en observant comment la structure réagissait, en corrigeant au fur et à mesure. Et pourtant, c'est là que ça devient étrange. Quand les ingénieurs du 21e siècle modélisent les arcs-boutants de Chartres avec des logiciels de calcul structurel, ils découvrent que les proportions choisies par ces bâtisseurs du 12e siècle sont très proches des optimums que nos algorithmes calculeraient aujourd'hui. Pas identiques, pas parfaites, mais troublamment proches. Ces hommes n'avaient pas nos formules. Ils avaient quelque chose de différent. La mémoire des erreurs de leurs prédécesseurs, des chantiers qui avaient tenu, des voûtes qui étaient tombées, un savoir accumulé sur des générations, transmis de maître à apprenti, distillé en une géométrie qu'ils portaient dans leurs mains autant que dans leur tête. Ils avaient la mémoire des erreurs de leurs ancêtres. Maintenant, une question qu'on pose rarement. Comment arrive-t-on à Chartres avec des blocs de pierre en 1194? La cathédrale est construite en calcaire, dit de Berchères, une pierre extraite de carrières située à une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville. C'est une roche dense, résistante, qui durcit encore davantage avec les années, une fois exposée à l'air. Le transport se fait par charroi. Des chars à bœufs, des routes non pavées, pas des routes en réalité. Des chemins de terre qui se transforment en bourbiers à la première pluie. À chaque bloc de calcaire pèse entre 1 et 3 tonnes. La carrière est à 10 kilomètres. Il n'y a pas de rails, pas de moteur, pas de route efficace. Des centaines de rotations, sur des mois, des années, des décennies. Mais ici, Chartres a quelque chose que peu d'autres chantiers de l'époque ont eu. Les habitants de la région transportent eux-mêmes les pierres. Ce n'est pas une légende. Des chroniqueurs de l'époque, dont l'abbé Aymon de Saint-Pierre-sur-Dive, décrivent des scènes précises, des milliers de personnes, hommes, femmes, nobles, paysans, attelés aux chars comme des animaux, tirant des pierres depuis les carrières vers le chantier. En silence parfois, en chantant des hymnes d'autrefois. Leur motivation n'est pas économique, elle est spirituelle. Ils participent à quelque chose qu'ils croient être une œuvre divine. Et ce mouvement de bénévolat massif est documenté dans plusieurs sources contemporaines. Il dure plusieurs années, au moins dans les premières phases de la reconstruction.
et il explique en partie pourquoi Chartres s'est construite aussi vite. Il y avait simplement beaucoup de monde pour porter la pierre. Mais le transport n'est que le début du problème. Et c'est là qu'on entre dans le domaine de l'artisanat pur. Un artisanat si précis, si exigeant, qu'il donne le vertige quand on comprend vraiment ce qu'il implique. Un tailleur de pierre prend un bloc brut de calcaire de Berchères. Il doit en faire une voussure, une de ces pierres en forme de coin qui compose un arc. Ce bloc doit s'ajuster exactement à ses voisins. Trop large d'1 centimètre, l'arc ne ferme pas. Trop court d'1 centimètre, la clé de voûte ne tient pas. Il n'a pas de règle graduée au centimètre. Il a un gabarit, un template en bois ou en cuir taillé à la forme exacte voulue. Et il frappe jusqu'à ce que la pierre épouse ce gabarit parfaitement. Cela peut prendre plusieurs jours pour un seul bloc. Frapper, mesurer, ajuster, frapper encore. Et voici le détail qui donne vraiment le vertige. Un coup de ciseau de trop, quelques millimètres. Pas 1 centimètre, quelques millimètres de matière en trop enlevée. Et le bloc est inutilisable. On ne peut pas rajouter de la pierre. On ne peut pas coller. Le bloc entier est perdu. Plusieurs jours de travail repartent à zéro. 26 ans. C'est trop rapide pour gaspiller. Sur un chantier de 26 ans, avec des milliers de blocs à tailler, ces hommes ne pouvaient pas se permettre de se tromper souvent. Alors, ils ne se trompaient pas. Il y a encore à Chartres, gravées dans certains blocs de pierre, de petites marques discrètes. Une croix, un angle, une étoile à 5 branches. Ce sont les marques de tâcherons, les signatures des tailleurs de pierre. Chacun avait la sienne. Elles permettaient au maître de chantier de savoir qui avait taillé quoi, de payer en conséquence, de repérer les erreurs. Ces hommes ne sont pas dans les livres d'histoire. Leurs noms ne figurent sur aucun monument. Mais leurs marques sont encore là, dans la pierre de Chartres, 830 ans plus tard. Maintenant, comment monte-t-on tout ça à 37 mètres de hauteur? Pas avec une grue hydraulique, pas avec un moteur électrique, avec une roue. La roue de levage médiévale fonctionne sur un principe simple. Des hommes marchent à l'intérieur d'une grande roue en bois, 3 à 4 mètres de diamètre. Leur poids en mouvement fait tourner la roue. La roue enroule un câble. Le câble lève la charge. 2 hommes suffisent pour soulever plusieurs centaines de kilos. 4 hommes peuvent lever 1 tonne. Mais voici ce qu'on oublie presque toujours. Ces roues ne quittaient pas les cathédrales une fois la construction terminée. Certaines restaient installées dans les combles, prêtes pour les futures réparations. Des roues médiévales ont été retrouvées intactes dans les charpentes de cathédrales françaises. Certaines avaient encore leurs câbles, encore leurs mécanismes. Certaines de ces machines pourrait encore fonctionner aujourd'hui, 8 siècles plus tard. Mais voici ce qu'on ne raconte jamais, la partie qu'on efface de l'histoire propre des cathédrales. Chartres était en train de s'effondrer, pas brutalement, pas d'un coup. Quelque chose de plus inquiétant, une inclinaison. Dans les premières décennies du XIIIe siècle, alors que le chantier avance à un rythme soutenu, les maîtres d'œuvre remarquent quelque chose. Certains piliers de la nef montrent des signes de déformation. Pas des fissures visibles. Quelque chose de plus subtil, une très légère inclinaison, mesurable seulement à la règle et au fil à plomb, mais réelle. Les murs bougeaient. 26 ans, c'est trop rapide pour attendre. Trop rapide pour recommencer. Les maîtres d'œuvre sont devant une décision impossible, arrêter le chantier ou corriger en avançant. Ils ont choisi de corriger en avançant.
ils ont allongé les arcs-boutants, ajouté des culées, y modifié des sections entières pendant que le reste du chantier continuait. Ce travail de correction silencieux, réalisé sous pression, dans l'urgence, il est encore là. Dans ces arcs-boutants qui ont une forme légèrement différente selon les travées, parce que chaque section a été ajustée en réponse à ce que la précédente avait révélé. Chartres n'est pas le résultat d'un plan parfait exécuté sans erreur. C'est le résultat d'une correction permanente, sous menace d'effondrement. Il faut maintenant parler de ce qu'on oublie quand on regarde une cathédrale finie. Elle n'a pas été construite par une équipe. Elle a été construite par des générations. Le chantier principal de Chartres dure 26 ans, de 1194 à environ 1220. C'est rapide pour une cathédrale gothique. Mais ce n'est pas une seule vie. Ce n'est même pas une seule carrière. Ici, un tailleur de pierre qui commence le chantier à 20 ans, en 1194, en voit peut-être la fin à 46 ans, si la santé lui tient. Mais le maître d'œuvre du départ, qui a conçu le plan général, qui a tracé les épures dans sa salle des traits, qui a décidé des proportions de la nef. Il est mort bien avant que les dernières voûtes ne soient posées. Il a dessiné quelque chose qu'il ne verrait jamais debout. Sur l'ensemble du chantier de Chartres, des milliers d'hommes et de femmes ont contribué. Tailleurs de pierre, charpentiers, verriers, maçons, porteurs, bénévoles de Beauce. La quasi-totalité sont anonymes. Il n'existe pour eux aucun document nominatif, aucune liste, aucun registre. Mais certains ont laissé leur marque, leur signe de tâcheron gravé dans la pierre, quelques dizaines de signatures silencieuses sur des millions de pierres taillées. Et il y a autre chose que ces hommes ont laissé, sans le savoir. Quand des archéologues et des restaurateurs ont examiné de près certaines parties de la structure de Chartres au XXe siècle, ils ont trouvé dans les joints de mortier des traces inhabituelles. De petits objets glissés entre les pierres pendant la construction. Un fragment de poterie, une pièce de monnaie usée, un os d'animal. Ces objets ne sont pas des accidents, ce sont des gestes de personnes qui savaient qu'elles construisaient quelque chose qui durerait longtemps et qui ont voulu y laisser quelque chose de personnel, quelque chose de vivant. Il faut maintenant parler de la chose la plus visible et la moins comprise. Les vitraux, il y a 2600 mètres carrés de verre coloré. La plus grande collection de vitraux médiévaux originaux encore en place dans leur contexte d'origine, dans le monde entier. Mais fabriquer un vitrail au XIIe siècle n'est pas une opération simple. C'est une chaîne de savoir-faire qui commence loin du chantier et finit dans les fenêtres de la cathédrale. D'abord, le verre, soufflé à la bouche par des verriers spécialisés, coloré par des oxydes métalliques ajoutés en fusion, manganèse pour le violet, cobalt pour le bleu, cuivre pour le vert, or pour certains rouges. Chaque couleur demande une recette différente, une température différente, une maîtrise différente. Le bleu de Chartres mérite un arrêt. Ce bleu, profond, légèrement turquoise, et d'une intensité que personne n'a jamais tout à fait réussi à reproduire, a été analysé au XXe siècle par des chimistes équipés de spectromètres et de microscopes électroniques. La composition de base est connue. Du cobalt, des traces d'autres oxydes. Mais la combinaison exacte, les proportions précises, les conditions de cuisson, tout cela est perdu avec les maîtres verriers qui l'ont créé. Ils ne laissaient pas de recettes écrites. Leur savoir mourait avec eux. Et aujourd'hui, malgré toute notre technologie, nous n'avons pas retrouvé ce bleu. Il y a quelque chose dans les vitraux de Chartres
que le XXIe siècle ne sait pas encore imiter. Entrons maintenant. Poussez la porte. Ce que vous voyez d'abord, c'est la lumière. Pas la lumière ordinaire d'une salle bien éclairée. Une lumière qui a déjà changé de nature avant d'atteindre vos yeux. Du bleu, du rouge, de l'or. Des nappes de couleurs qui se posent sur les colonnes, sur le sol, sur vos mains si vous les tendez. Et puis la hauteur. 37 mètres. C'est l'équivalent d'un immeuble de 12 étages. Sauf que ce n'est pas un immeuble. Ce sont des colonnes de pierre de 60 cm de diamètre qui montent sans interruption depuis le sol jusqu'aux voûtes. Des colonnes si fines par rapport à leur hauteur que l'œil a du mal à comprendre comment elles tiennent. Elles tiennent parce que la charge n'est pas dans ces colonnes. Elle est dehors, dans les arcs-boutants invisibles depuis l'intérieur, qui portent en silence ce que les murs ne portent plus. Ce n'est pas un effet de style, c'est une solution d'ingénierie, une solution si bien intégrée qu'elle disparaît derrière la beauté qu'elle permet. Et voici ce que peu de visiteurs imaginent. Ce que vous voyez aujourd'hui, cette pierre grise, nue, presque austère, n'est pas ce que voyaient les habitants de Chartres au XIIIe siècle. Les murs et les colonnes étaient peints. Des ocres, des rouges, des bleus. Les chapiteaux sculptés portaient des couleurs vives. Les fonds des portails extérieurs étaient dorés. L'intérieur de Chartres ressemblait à une enluminure géante rendue à l'échelle de la réalité. Ces couleurs ont disparu au fil des siècles. Lessivées par l'humidité, recouvertes de badigeons successifs, effacées par des restaurations du XIXe siècle qui préféraient la pierre nue à la polychromie médiévale. Chartres n'est pas ce qu'elle était. Et pourtant, même dans cet état, même décolorée, et même dépouillée, elle produit encore quelque chose que peu d'espaces au monde savent produire. Ce silence particulier, cette légèreté inexplicable, cette impression que la pierre a décidé de cesser d'être lourde. Mais il y a encore un moment dans l'histoire de Chartres que presque personne ne connaît. Un moment qui s'est joué non pas pendant la construction, mais pendant la guerre. En 1939, quelques semaines avant que les combats n'éclatent, les habitants de Chartres ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont démonté les vitraux. 2600 mètres carrés de verre médiéval, panneau par panneau, fragment par fragment, descendus des fenêtres, emballés, enfouis dans des tranchées creusées à la hâte dans les champs de Beauce. Pour les mettre à l'abri des bombes. Chartres a été bombardée. La ville a brûlé et la cathédrale a été épargnée. Par erreur, par miracle, on ne sait pas exactement. Après la guerre, les vitraux ont été remontés, un par un, exactement là où des mains anonymes les avaient posés 8 siècles plus tôt. Ils n'avaient pas bougé. C'est, dans le désastre, quelque chose comme une démonstration involontaire. Une preuve par l'épreuve de ce que les bâtisseurs médiévaux avaient compris sur le verre et sur la pierre. Revenons à la question du début. Comment ont-ils osé commencer? En juin 1194, avec les ruines encore fumantes de l'ancienne cathédrale, avec une ville en deuil et un chantier qui allait durer toute une génération, comment ont-ils décidé que c'était possible? La réponse est peut-être plus simple qu'on ne le croit. Ils ne se sont pas demandé si c'était possible. Ils ont commencé. Et ils ont résolu les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Les arcs-boutants insuffisants, on les a refaits. Les piliers qui inclinaient, on a ajouté des contreforts. La formule du bleu de Chartres, on ne la retrouvera jamais, mais celui qui l'a inventée
ne savaient pas non plus qu'ils créaient quelque chose d'unique. Ils essayaient juste de faire un beau vitrail. Ces gens n'avaient pas de plan parfait. Ils avaient une direction. Et ils avançaient. 26 ans. C'est trop rapide. Et pourtant, c'est exactement le temps qu'il a fallu. Le maître d'œuvre de Chartres est mort sans voir sa cathédrale debout. Les tailleurs de pierre de 1194 sont morts avant que les derniers vitraux soient posés. Les verriers qui ont créé le bleu de Chartres ne savaient pas qu'ils faisaient quelque chose qu'on n'oublierait jamais. Ils ont construit quand même, pas pour eux, pour un futur qu'ils ne verraient jamais. Et ce futur, c'est vous. Debout dans cette nef, dans cette lumière bleue qui n'appartient à aucune autre cathédrale du monde, regardant des voûtes portées par des arcs inventés il y a 830 ans par des hommes dont on ne connaît pas les noms. Chartres est encore là, après les guerres, après les révolutions, après les siècles, toujours debout, et contre toute attente, ils avaient raison de commencer.